Bonjour, je m'appelle Jacques Bahati, un descendant de la paix de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 19 juin 2022. Aujourd'hui, nous allons discuter de la question concernant la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et notre thème est « Le mal congolais est très profond. C'est la raison pour laquelle l'insécurité persiste ». Avec moi, pour discuter de cette question, c'est M. Emmanuel Sekioba, un leader Hutu de la communauté des États-Unis. Monsieur Emmanuel, bonjour. Bonjour, mon frère. Alors, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une attaque du M23 et la crise semble être comme si on n'était pas déjà dans une crise. Dans le Grand Nord, les combats continuent contre les ADF et d'autres milices de part. Au sud Kivu, le combat continue dans les Minembwe et ailleurs. Dans le Massissi, les milices continuent à égorger des paisibles citoyens. Donc, l'insécurité est constante et cela après des décennies. Donc, le mal qui cause cette insécurité doit être identifié. C'est pourquoi j'ai dit que le mal est très profond et aujourd'hui, nous voulons décortiquer cette situation pour vraiment identifier qu'est-ce qui se passe. Alors, personnellement, je pense que on a négligé, ou bien les leaders politiques congolais ont négligé d'investir dans la sécurité et au lieu de s'investir, ils ont pris le chemin du vol, s'enrichir illicitement et pratiquer la corruption et beaucoup d'autres antivaleurs. Et ainsi, ils ont affaibli l'État congolais. Si vous n'investissez pas dans une structure comme l'armée, comment voulez-vous défendre l'intégrité de la République sans une armée qui est forte, bien équipée et bien entraînée? Monsieur Emmanuel, votre opinion sur cette question? Merci beaucoup pour la question d'abord. Et je crois que vous avez touché les points. Le plus important, c'est que la corruption est une monnaie courante chez nous. Et c'est devenu une seconde nature. Et quand vous privez l'État de ses revenus, il y a des conséquences graves. L'éducation, l'armée, la santé, pratiquement tous les secteurs de la vie congolaise sont complètement bloqués. Et ce qui est grave, c'est que ceux-là qui ont paupérisé le Congo, ceux-là qui détruisent le Congo, continuent à faire leur vie normale. Et donc, parmi les mâles qui sont en train de gêner le Congo, il faut ajouter aussi l'impunité. C'est quand même dommage qu'aujourd'hui, des gens qui ont construit des écoles sur base de fonds de l'État, alors qu'ils étaient dans une position très favorable pour construire des routes, ils ont même ces écoles leur nom. Ils ont pillé l'argent du Congo pour construire leurs écoles privées. Des hôtels, beaucoup d'hôtels, des maisons ailleurs, à l'étranger, ainsi de suite. Effectivement, effectivement. Vous vous imaginez que dans un pays où nous avons grandi, c'est maintenant que nous avons des Congolais qui ont des avions privés alors qu'ils n'ont pas construit d'aéroport. Imagine-toi ça. Et surtout l'impunité. Et ça, c'est un message que je voudrais lancer au gouvernement et surtout, spécialement au président de la République. Il a la très bonne foi, mais quand vous êtes entouré de gens qui sont déjà malades mentalement et qui croient que la corruption, le vol, la tricherie, c'est une monnaie courante, c'est comme ça qu'on vit au Congo, ces gens ont un esprit qui détruit complètement tout au Congo. Éducation, sociale, l'économie. Donc, il faut quand même que le président punisse, non? C'est sous le président Félix Tshisekedi qu'on a eu pour la première fois disons, à assister à un jugement public contre les militaires qui vendent des armes aux rebelles qui sont en train de combattre. Ainsi donc, pour moi, certains officiers militaires sont l'ombre exacte de la classe politique. Et moi, je ne m'étonnerais pas qu'aujourd'hui, certains de ces officiers sont encore en train de tricher et de voler et de détourner les ressources allocated, je ne sais pas comment on dit ça en français,
à lumineux. l'armée. À l'armée. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la corruption, l'impunité, c'est un mal très profond et ça a affaibli l'État depuis des années et des années. Donc, on parle de traîtrise. Faudra-t-il seulement parler des traîtres dans l'armée, ceux-là qui sont à morphologie nilotique, ou bien qui ont un nom Kihutu, ou bien Tutsi, ou bien faudra-t-il associer la traîtrise à ces hommes politiques ou bien à ceux-là qui gèrent le bien du pays, qui gèrent les sociétés du pays et qui volent jour et nuit? Monsieur Emmanuel. Vous savez, M. Bahati, c'est comme si le Congolais a perdu le sens de la morale. C'est-à-dire, les traîtres ne sont pas seulement ceux-là qui font du mal physique dans l'armée et partout ailleurs, mais ces hommes politiques qui aujourd'hui savent qu'ils n'ont pas donné de l'eau, du courant ou les petits besoins de base à la population, mais qui se pavandent de palais les plus somptueux du monde, qui ont les moyens les plus grotesques, je peux dire. Il y a des billionnaires au Congo. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, l'IGF est en train de travailler pour les dénicher. Ça, ce sont des criminels économiques. Ces criminels, quelle est la place où se trouve la place d'un criminel? En prison, ou alors, il faut qu'on le fasse passer par une punition exemplaire. Le président de la République, c'est le tout premier qui a institué l'IGF, qui a permis à ce que nous puissions avoir des politiciens qui ont été jugés et des militaires qui ont été jugés, mais cela ne suffit pas. Le président lui-même se plaint deux fois de voir que la justice congolaise ne va pas jusqu'au bout. Et là, c'est un danger. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas payés? Mais on va les payer avec quoi? Les fonds de l'État sont volés toujours par ces mêmes acteurs. La deuxième chose, une proposition de choix, c'est qu'il faut punir. Il faut trouver un système de nettoyage de la politique congolaise, des politiciens congolais. Parce que ce sont eux qui coopèrent avec les hommes de l'armée qui aujourd'hui détournent même la nourriture qu'on envoie aux militaires. Moi, oui, vous venez d'apprendre? Je viens d'apprendre que c'est possible que le président du Parlement ait été dans un coup où l'argent des militaires n'est jamais arrivé. Bon, ce sont des allégations, on n'est pas sûr. Ce sont des allégations qui ne sont pas vérifiables, mais alors, il faut se dire la vérité, il faudrait que les gens soient punis à tous les niveaux. Moi, j'aimerais que le président puisse déclarer un état d'urgence sur toute la République pour prendre des mesures qui s'imposent sans passer par nécessairement par des contraintes légales, les contraintes légaux, afin de mettre en place certaines choses qui sont inacceptables dans une situation pareille, comme ce voleur-là. Ceux-là qui se sont enrichis, que nous connaissons, ils doivent être approchés et leur demander de retourner les biens sans condition, parce que nous en avons besoin pour acheter des gilets pare-balles pour nos jeunes, nos papas qui sont au front. Regarde, ils sont au front, dans le froid, jour et nuit, mais ils n'ont pas de gilets pare-balles, ils n'ont pas assez de munitions. Et comment voulez-vous qu'ils puissent gagner la guerre? Comment voulez-vous qu'ils gagnent la guerre? Et aujourd'hui, les gens, personnellement, je ne suis pas d'accord que les membres du Parlement puissent s'adonner à des cotisations. L'armée ne peut pas survivre sur des cotisations. Non. Mais il faut passer des lois qui garantissent à l'armée des ressources dont ils ont besoin. Il faut travailler fort pour to clean up, c'est-à-dire nettoyer l'armée qui est plein des officiers, des faux officiers qui sont là-bas, qui ont été promus parce qu'ils voulaient accéder à un niveau pour qu'ils soient dans la position de s'enrichir aussi comme leurs cousins, les politiciens. C'est là que se trouve la faiblesse, la défaite même de l'État. Ce ne sont pas les militaires qui sont faibles. C'est
c'est toute la République et les politiciens, ils se donnent à des propos vraiment que je trouve, disons, comme des insultes à l'armée. Parce que quand vous commencez à faire des petites cotisations, qu'est-ce que vous dites à ces militaires? Que vous êtes un bienfaiteur? Non, ils ne peuvent pas vivre de la bénévolence de certains Congolais. Regardez, moi, j'aimerais proposer à ce que la loi qui paye les anciens présidents des millions puisse être abrogée aujourd'hui sans discuter. Parce que ces millions-là, pourquoi donner tous ces millions à un seul Congolais pendant que les militaires n'ont rien, et manquent l'équipement, et manquent une formation? Monsieur Emmanuel, moi, qu'est-ce que vous dites? C'est bien que tu aies proposé un exemple de solution, mais cela ne suffit pas. Nous sommes dans une situation économique catastrophique, en fait. Ce n'est pas l'institution armée qui souffre seulement, c'est pratiquement l'institution État, le Congo, parce qu'il y a des Congolais que je peux appeler les Congolais espions du Congo, les Congolais voleurs du Congo, les Congolais destructeurs du Congo. C'est ceux-là à qui nous devons adresser ce message, en passant par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a montré sa bonne foi. Il faut qu'il essaie d'aller un peu plus loin en punissant, même en allant je ne sais pas, la punition la plus extrême, si je peux l'appeler la plus extrême. Il faut qu'il y ait des gens qui soient pendus pour des crimes économiques. Il faut qu'il y ait des gens qui soient pendus pour des crimes de tuerie et consorts. Parce que si l'assiette fiscale du Congo est trop faible et que les contributions ou bien les revenus de l'État ne doivent venir que des impôts sur les mines, parce que le Congo n'a pas du travail pour que l'on puisse extraire des impôts sur revenus, eh bien, il n'y a rien à faire que de poursuivre ceux-là qui sont des billionnaires, ceux-là qui ont été cités par Panama Papers. Ils sont là, ils sont connus. Il faut les contraindre à ramener ce fonds au pays et utiliser ce fonds-là pour faire avancer l'économie du pays. Et l'armée, étant une institution parmi les autres, sera réorganisée, équipée et modernisée. Mais parce que nous sommes dans une situation de crise immédiate, moi, je ne suis pas du tout contre cette cotisation qui est sporadique des députés. Mais il fallait quand même qu'ils fassent un sacrifice réel. Tu ne peux pas continuer avec $200. Par contre, tu prends, c'est combien? $200 000 pour 400 députés nationaux, plus les sénateurs. Si on ne peut pas mettre de députés provinciaux comme ça fait quand même la honte. Si ces gens-là voulaient vraiment contribuer, ils pouvaient dire, écoutez, mon revenu de ce mois-ci, ou même la moitié, je vais donner cela comme effort de guerre. Là, ça donnerait un sens. Nous avons besoin de l'argent urgemment, et parce que les propositions que vous faites là-bas sont des propositions à court terme ou à moyen terme. Mais dans l'immédiat, il faut que le militaire qui se trouve à Bunagana puisse être servi, puisse être aidé. Il faut que le militaire qui se trouve au Grand Nord là-bas, ou dans les Minembwe, ou partout où il y a des foyers de tension, qui soient payés. Et que ceux-là qui sont dans le caserne, qui n'ont pas encore été sur les champs de combat, sachent bien au fait qu'ils sont partis pour défendre l'État et qui ont en conséquence un revenu qui leur a alloué pour soutenir leur famille. Donc c'est un problème global dans lequel l'institution armée se trouve. Moi, je voudrais dire ceci. Quand un ministre ou bien un employé de haut niveau, des officiels vont à l'étranger en mission, ils partent avec disons, des moyens conséquents. Ils vivent dans des hôtels. On envoie le militaire au champ de bataille. Géographiquement, Bunagana, c'est dans les montagnes et il fait tellement froid. On demande aux militaires congolais de rester dehors la nuit et le jour
semaine après semaine. Et ils ne sont même pas en mesure de leur doter des moyens conséquents pour qu'ils puissent faire bien leur travail. Ça, c'est la méchanceté et je pense que le président, il le sait qu'il peut faire mieux. Je suis très content. C'est sous Tshisekedi qu'on a eu quand même des avancées dans la transparence. Mais je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Je demande aussi, j'ai vu, moi je ne fais que des propositions, j'ai vu les officiers de l'armée donner des nourritures à nos frères déplacés de Kibumba. C'est bien, mais je prends ça avec réserve. Je demande à l'IGF de checker les factures parce que on ne sait pas ce qui se passe toujours avec les moyens de la République. Les gens, ils peuvent dire qu'ils ont donné autant de sacs aux déplacés pendant qu'ils ont gardé suffisamment pour leur famille. Donc, je voudrais demander aussi qu'on puisse faire un audit de toutes les transactions militaires pour nous permettre de dénicher tous ces mauvais officiers qui se trouvent dans notre armée. Mon frère Emmanuel, je peux vous dire avec preuve qu'il y a une corruption énorme dans les milieux sous l'état de siège, par les militaires, par les officiers, en commençant par le système judiciaire. C'est une honte, c'est une honte. Et j'en appelle au gouverneur militaire du Nord Kivu et du Sud Kivu d'ouvrir vos yeux parce que les militaires qui sont dans des postes que vous leur avez donnés, ils sont en train de s'enrichir pendant l'état de siège, pendant que leurs compagnons d'armes sont en train de mourir et de se sacrifier pour tout le monde. Donc, le mal congolais est très profond. La défaite sur les champs de bataille s'explique par la négligence l'effort délibéré de tuer l'État congolais par ces gens qui sont chargés de manager les institutions de l'État. Donc, c'est ça ce que je voulais dire. Monsieur le Président, vous avez le choix et vous pouvez le faire. Certains de vos collaborateurs, ils sont des voleurs. Il faut les mettre hors d'état de nuire de la même façon qu'on est en train de combattre le M23 ou bien les ADF. Les infiltrés, ils sont des politiciens voleurs. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant qu'on puisse clôturer. J'ai un dernier mot, effectivement. La première chose, c'est que je voudrais dire ceci à propos de l'armée nationale. Cette armée congolaise-là, notre armée, moi, je l'ai toujours qualifiée de la meilleure armée du monde, vu les conditions dans lesquelles ils opèrent. Malgré la crise qui gangrène l'armée ou la corruption et fait que les leaders militaires sont devenus des petits rois, les combattants, les forces combattantes sont les meilleures forces du monde parce que malgré les difficultés, ils parviennent quand même à prendre l'arme à la main et certains meurent sur le champ de bataille. Alors, mes chers frères de FARDC, tenez bon. Vous avez vu que la grande force maintenant qu'ils ont, c'est la population. Allez leur offrir de l'eau, leur amener quelque chose pour les aider. Cet esprit-là communautaire que la famille congolaise commence à voir, c'est le point le plus important, c'est le point positif dans ce combat que nous menons contre le M23. Parce que l'armée est infiltrée de la tête, du sommet, je ne sais pas jusqu'où. Alors, le président de la République n'est pas un magicien. Il ne peut pas résoudre ce problème. Mais nous lui demandons, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec toute honnêteté, toute simplicité, évitez, si vous pouvez éviter de gérer le pays comme si c'était une église. Il faut arriver à dénicher tous ces malfrats, les punir. C'est question que quand vous avez un soupçon sur quelqu'un, vous le mettez à la disposition de la justice,
en attendant qu'il se justifie, qu'il prouve qu'il est innocent. Mais s'il est trouvé coupable, malheureusement, vous avez aussi décrié cette justice-là, mais au moins que quelque chose soit fait quand même. La corruption, qui est devenue la monnaie courante, de manière que le Congolais le plus élevé, et je peux l'appeler un délinquant financier. Ils volent, sachant bien qu'ils sont en train de nuire à l'État, et ils viennent en contrepartie demander à l'État de poser des actions qu'ils doivent poser avec l'argent que lui a volé. C'est quand même méchant. Nous sommes là, notre rôle comme hommes et femmes qui passent dans les médias, c'est de tirer cette sonnette d'alarme. Nos frères politiciens, vous êtes des voleurs, beaucoup parmi vous. Vous enrichissez illicitement et vous savez que vous détruisez le tissu économique du pays. 2. Notre gouvernement, fait un effort pour dénicher tout ce qui est comme traître financier, traître dans l'armée, traître partout, et donner-leur une punition exemplaire. Et puis, si demain, après-demain, les moyens sont disponibles, essayons de relever l'économie du pays en commençant par le système éducatif, et toutes les institutions vont suivre. Parce que quand, dans un pays, l'éducation est devenue zéro, on ne peut que récolter des gens qui sont des délinquants mentaux, qui volent et croient que c'est normal. C'est pas sérieux. On ne peut pas donner toute une nation de 80 millions à une seule personne, et quand la personne a la bonne foi d'aider, il y a des crocs en jambes. Regardez le comportement des politiciens congolais. Même dans cette période de guerre, il y en a qui viennent en faire des dividendes politiques. La population de Bunagana, la population de Beni, Minembwe, partout où il y a des faits politiques. Regardez tous ces politiciens qui nous viennent avec de langage où ils veulent faire la situation de détresse du Congo un dossier à récupérer politiquement. Punissez-les en 2023, le jour des élections. Mettez ces gens hors d'état de nuire. Et cela va même dans les institutions ecclésiastiques, mon frère. Vous entendez les rhétoriques de certaines autorités ecclésiastiques qui ne montrent pas qu'ils sont au-dessus de la mêlée pour être les hommes qui rassemblent le village. C'est dommage, mais nous devons nous organiser pour éduquer la population à être la force combattante pour le président et la force combattante qui va dénicher tout ce malfrat économique, le malfrat politique et le malfrat dans l'armée. Je te remercie. Merci beaucoup. Vous avez bien dit, nous allons éduquer la population pour qu'elle puisse être le souverain qu'elles doivent être. La population ne doit plus prendre des pierres et aller les lancer contre la barrière au Rwanda, mais plutôt demander, marcher et demander que la transparence au niveau de la gestion du bien public soit la plus sévère. C'est ça même, aider les FARDC. Nous sommes ici pour faire un grand plaidoyer pour que l'armée soit bien équipée, bien entraînée et bien payée. Que l'homme politique congolais ne vit pas comme un roi et le reste de la population leur serve. Nous voulons un système. Là où, si vous voulez un document, si on vous demande une corruption, vous pouvez immédiatement vous tourner vers quelqu'un pour qu'on puisse appréhender ces malfrats qui s'enrichissent parce qu'ils ont un poste dans l'administration. Merci beaucoup, M. Emmanuel. Ceux-là qui sont en RDC dans les zones rouges, nous sommes avec vous des cœurs. Nous ne pouvons même pas savoir de très près ce que vous souffrez, mais nous sommes ici pour contribuer à la paix d'une façon ou d'une autre. Et bon dimanche à tout le monde. Merci. Avant que vous ne coupiez, mon frère, oui. Je voudrais profiter de ce moment-ci pour faire un plaidoyer pour ces enfants qui sont dans la zone rouge. Vous savez que Bunagana, Jomba, tous les élèves qui devraient passer l'examen d'État ne l'ont pas fait. Est-ce que le gouvernement congolais se rend compte qu'il y a toute une génération qui est sacrifiée?
Est-ce que le gouvernement congolais pourra aider pour que ces enfants puissent recouvrer leurs droits? Cela peut être le cas dans d'autres coins du pays où la situation ne marche pas. Monsieur le Président de la République, Monsieur le chef du gouvernement, nous sommes en détresse dans la localité de Jomba, dans Rutshuru. Notre jeunesse n'a pas d'avenir parce que ceux-là qui ont choisi d'attaquer le Congo sont venus attaquer chez nous. Aidez-nous. Toutes familles confondues, qu'elles soient Hutu, Tutsi, Hunde, Nyanga, qui sont concernés par cette situation-là, messieurs les membres du gouvernement, Excellence, Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, pensez à nos enfants, pensez à notre jeunesse. Je te remercie. Merci beaucoup. Il y a un prisonnier que je voudrais aussi saluer, Monsieur Barnabé Milingano. Nous demandons au président de la République de s'impliquer pour le libérer. Ça fait longtemps qu'on parle de sa libération et il y a beaucoup d'intrigues autour de lui. On a besoin de ces garçons. Il est très intelligent. Dans des moments pareils, il a été une force qui inspire la vérité, la transparence, et nous voulons qu'il soit libéré sans condition. Merci beaucoup et à très bientôt. Hano